Pour commencer, une visite à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Le vivarium que nous allons vous faire découvrir contient 50 espèces parmi les plus dangereuses de la planète. Poissons, serpents et même grenouilles, pour rester en vie, ces animaux développent des techniques aussi ingénieuses qu'inquiétantes. Regardez. Ce mamba africain est l'un des serpents les plus rapides et les plus agressifs de la planète. Plus rares, les serpents de mer sont 5 fois plus venimeux que les serpents terrestres. Apparemment inoffensives, ces grenouilles ont la peau bardée de poison. S'il passe dans votre sang, il vous tue en quelques minutes. Et ce minuscule scorpion peut vous plonger dans un coma mortel. Tous ces animaux sont dangereux pour l'homme. Certaines de leurs morsures sont fatales. Nous sommes aux États-Unis, dans le Tennessee. Les 50 spécimens les plus venimeux de la planète sont rassemblés dans l'un des plus grands vivariums du monde, une captivité sous surveillance maximum. Bon, ok, on verrouille les galeries des animaux venimeux. On va nourrir les serpents ce matin et il faut assurer la sécurité car des animaux pourraient s'échapper des vivariums. Reculez, reculez. À peu près là, c'est bien. Ce sont de grands serpents et ils sont rapides. Ces serpents sont extrêmement dangereux. Les mambas, surtout les mambas noirs, sont probablement les serpents les plus dangereux de notre collection et sont parmi les plus dangereux au monde. Ils sont extrêmement rapides, très gros, et ils ont un venin très puissant. Ils pourraient vous tuer très rapidement. Ils peuvent vous tuer, ils peuvent me tuer, et cela serait dommage si cela arrivait. Rico Wilder ne nourrit les serpents qu'une fois par semaine, mais il ne quitte pas les mambas des yeux. Une seule seconde d'inattention pourrait lui coûter la vie. Pendant qu'il livre les rats aux serpents, son assistante veille. Les mambas sont, après les cobras, les plus grands serpents venimeux du monde, jusqu'à 4 mètres de long. Ils vivent dans les forêts équatoriales d'Afrique et lorsque leurs crochets injectent le venin, leurs morsures sont foudroyantes. Les symptômes immédiats, chute de tension brutale et œdème des poumons. Sans antidote, un être humain risque la mort par arrêt cardiaque en seulement 6 heures. Les mambas ont un venin hémotoxique qui attaque le système nerveux central et qui paralyse en quelque sorte leurs victimes. Mais pour neutraliser leur proie, les serpents disposent d'une réserve limitée de venin. Il leur faut plusieurs jours pour la reconstituer. Alors pas question de la gaspiller, le serpent ne mord donc jamais par plaisir. C'est leur seul moyen de capturer des proies et de se procurer de la nourriture. Donc ils ne mordent pas pour se défendre. Normalement, ils ne mordent que pour saisir une proie. Sur 3000 espèces de serpents, seulement 300 sont venimeuses et chacune déploie un arsenal de défense singulier. Comme ce crotal par exemple, le fameux serpent à sonnette. C'est pour cela qu'ils ont une sonnette, pour faire du bruit. C'est un avertissement pour d'éventuels prédateurs qui voudraient s'attaquer au serpent à sonnette. Nous avons beaucoup de poissons et de fruits de mer, c'est digne d'un restaurant ici. Mais ce qui ne vient pas d'un restaurant, ce sont les rats destinés aux serpents. Pour nourrir des centaines de créatures venimeuses, chaque jour la cuisine du vivarium est en effervescence. Dès 6 heures du matin, les biologistes s'activent. Il faut d'abord décongeler les rats des serpents. Dans la nature, ils les capturent vivants et chassent aussi de petits mammifères et des oiseaux ou des petits reptiles. Ici, chaque matin, on prépare près de 50 kilos de nourriture pour les serpents, les mygales ou les poissons. Allez, le repas des fauves maintenant. Ce matin, nous allons nourrir l'un des poissons les plus dangereux au monde, le poisson-pierre. Comme son nom l'indique, le poisson-pierre se camoufle parmi les rochers. Invisible, il se met en embuscade au fond de l'océan Pacifique pour attendre ses proies. Mais cette roche vivante cache sur son dos une arme redoutable. En fait, il y a une grosse épine dorsale dans cette zone. Ces poissons sont très charnus. Et là, il y a un très gros sac à venin. Voilà comment ça se passe. Quand on marche dessus, l'épine se redresse et pénètre dans votre peau. Et ce sac à venin, qui est à la base, se comprime et injecte le venin à travers l'épine dans votre pied. C'est ce qui provoque la douleur et parfois la mort. À marée basse, dans les récifs, les promeneurs sont en danger de mort. Sa nageoire dorsale est un poignard capable de transpercer une semelle de chaussure. Les victimes peuvent succomber en 24 heures après des douleurs insupportables. Après le poisson-pierre caméléon,
voici le séducteur, le poisson lion, un autre habitant de l'océan Pacifique. Devant son balai envoûtant, qui peut soupçonner qu'un simple contact avec ses nageoires gorgées de venin peut être mortel? Plus insolite encore, ce nouveau pensionnaire de l'aquarium. Cette créature multicolore est un oursin fleur. Il est très venimeux, très agressif. Après une semaine passée en observation, il s'apprête à rejoindre l'exposition. Pour le manipuler, il faut une extrême précaution. Ses couleurs éclatantes lui donnent une apparence inoffensive. Mais cet oursin est bardé d'épines, de véritables pinces qui sont aussi des lances à venin capables de paralyser et de tuer un être humain en 24 heures. Et contre ce poison, il n'existe aucun antidote. Beaucoup d'animaux venimeux ont des couleurs éclatantes avec de très beaux motifs. C'est généralement un signal d'alerte pour les autres animaux. Et c'est aussi une façon de dire aux plongeurs, attention, je suis peut-être toxique, laissez-moi tranquille. C'est donc un mécanisme de défense et un avertissement qui montre que l'animal est dangereux. Les animaux les plus dangereux ne sont pas toujours les plus impressionnants. Dans l'océan comme sur Terre, il ne faut pas se fier aux apparences. Voici la plus grande espèce d'araignée de la planète, l'amygale goliath, mangeuse d'oiseaux. On sait que certains spécimens atteignent 30 cm d'envergure avec les pattes. Cette énorme araignée d'Amérique du Sud peut avaler des oiseaux, des grenouilles, des petits mammifères et même des reptiles. Mais elle n'est pas dangereuse pour l'homme. La seule mygale mortelle est une espèce australienne, 2 fois plus petite que celle-ci. Le scorpion empereur, le plus grand scorpion du monde, est impressionnant par sa taille. Pourtant, il n'est pas le plus dangereux pour l'homme. Son venin est peu toxique. L'un des plus mortels pour l'homme, le voici. Ce minuscule scorpion pique sa proie grâce à un dard placé à l'extrémité de sa queue. Sans injection de sérum sous 15 heures, c'est l'arrêt respiratoire et la mort probable. Cette espèce-ci est l'une des plus dangereuses, c'est le scorpion écorce d'Arizona. Ce qui le rend dangereux, c'est qu'il se camoufle très bien et qu'il est difficile à voir. C'est aussi un bon grimpeur, ce qui est peu commun pour un scorpion. Il monte souvent le long des arbres et se camoufle dans l'écorce. Il est donc facile de poser la main accidentellement sur lui. Et si un tel accident devait survenir, l'unique chance de survie se trouve derrière cette porte. Dans un réfrigérateur, tous les antidotes pour les animaux venimeux. Un par type de venin, différent selon les espèces. En cas de morsure, le blessé serait conduit à l'hôpital avec l'antivenin. Mais le risque mortel demeure, car parfois, les antivenins ne sont pas efficaces. Allez, vas-y, mange. C'est bien, voilà, c'est bien. Allez, tu veux pas manger? T'as pas faim? Voici l'infirmerie du vivarium. Ici, on prend soin des créatures malades. Dans ce tiroir, un serpent à sonnette. Il y a une semaine, il avait une infection de la peau. Aujourd'hui, il est guéri. Le crotale a peur et fait vibrer sa sonnette à la pointe de sa queue. En cas de morsure, on dispose d'1 heure pour injecter le sérum, sinon on risque un œdème pulmonaire mortel. On les soigne avec des antibiotiques locaux. On sort le serpent de son vivarium et avec une grande perche, on le badigeonne d'antibiotiques. Comme ça, on ne s'approche pas trop de lui. Le serpent à sonnette va maintenant rejoindre son vivarium. Il est 8 heures du matin, bien avant l'arrivée du public. L'opération est dangereuse et par sécurité, on intervient toujours à 2 pour manipuler des reptiles. Car derrière cette vitre, d'autres serpents mortels pourraient se dresser. S'ils se sentent menacés, on risque une attaque fulgurante par morsure. Le danger est passé, le crotale a rejoint ses congénères. Serpents mortels ou poissons venimeux, ici tous sont traités comme des divas. Dans cet aquarium, des plongeuses entièrement protégées nourrissent les raies venimeuses à la main. Car en captivité, ces raies se font happer leur repas par les plus voraces.
Mais ces poissons sont dangereux pour l'homme. Leur queue est armée d'un aiguillon venimeux de 10 cm de long. Si elle se sent en danger, la raie peut planter son dard dans la peau d'un plongeur, alors on risque l'infection jusqu'à la septicémie. À défaut de rapidité pour fuir ou de force pour chasser, la nature accorde à ces créatures dangereuses des armes discrètes mais fatales. Venimeuses ou mortelles, on les croit nos ennemis, mais ces animaux n'attaquent l'homme que pour sauver leur vie. Vous l'avez bien compris, ces animaux ne sont réellement dangereux pour nous que lorsqu'ils se sentent eux-mêmes en danger. Depuis 1992, le loup est de retour en France, dans la région du Mercantour, ce qui ne fait pas l'affaire des bergers. Pourtant, à 500 km à peine, dans le massif des Abruzzes, en Italie, les loups et les habitants font bon ménage. Pourquoi une telle différence? E=M6 a mené l'enquête. Nous sommes au cœur des Abruzzes, une région montagneuse située au centre de l'Italie. Ici s'étend un parc national de 50 000 hectares, un vrai paradis pour la faune. Chaque matin, Corrado Colantoni, chef des gardes du parc, fait sa tournée d'inspection dans cette zone très fréquentée par les animaux sauvages. Cette nuit, les loups sont passés par là et ils ont laissé leur empreinte. Une soixantaine de loups vivent en totale liberté dans ces forêts où ils jouent leur rôle fondamental de prédateurs naturels des cerfs, des chevreuils et des sangliers. En s'attaquant aux animaux les plus faibles, les loups assurent la sélection naturelle et évitent les surpopulations. Voilà ce qu'il reste d'un cerf mangé par les loups. Nous pouvons voir comment ils ont rongé les bois. Il s'agissait certainement d'un jeune cerf. Contrairement à ce que disent les légendes, les loups ont peur de l'homme et s'enfuient à son approche. Aussi est-il difficile de les voir. Seul moyen de les observer, les caméras du parc. Elles sont automatiques et permettent de filmer les bêtes sans que celles-ci s'inquiètent de l'odeur de l'homme. Corrado a toujours vécu dans les Abruzzes. Et il est formel, les loups n'ont jamais attaqué les humains. De ses brèves rencontres avec les fauves, il garde des souvenirs très forts. J'ai vu de l'amour dans leurs regards. Ce sont des yeux profonds, des yeux qui veulent parler, qui disent « Moi, je suis dans mon monde, et c'est vous les intrus. Alors respectez-moi, et je vous respecterai. » Pourtant, en Italie, le loup n'a pas toujours été respecté. Il a même failli disparaître. Heureusement, au début des années 70, le parc des Abruzzes adopte un plan de bataille pour sauver toutes les espèces menacées du parc, les loups bien sûr, mais aussi les ours, les lynx et les chamois. D'abord, il fallait détruire la légende du loup méchant. Et puis, il fallait connaître mieux la vie, la biologie du loup et convaincre les populations qu'il n'était pas tellement dangereux, mais il pouvait même devenir une ressource économique pour la découverte des villages qui sont à l'intérieur des montagnes, qui autrement sont vraiment condamnés à être abandonnés. Voici Oscar, un jeune loup blessé recueilli par le parc il y a 2 ans. Trop habitué à l'homme, il ne pourra plus retourner vivre parmi les siens. En le voyant jouer ainsi, on est frappé par sa très grande ressemblance avec le chien, son cousin. Mais attention, celle-ci s'arrête là. Le loup est un vrai animal sauvage. Le parc s'est aussi donné pour mission d'étudier le comportement des animaux. Roberta est biologiste, elle est chargée de recenser les populations de loups. Cela se passe de nuit, quand ils sont le plus actifs. La méthode la plus efficace consiste à les appeler au moyen d'un magnétophone. Voilà, alors on attend de voir s'il y a des réponses en silence. La réponse ne se fait guère attendre. Une meute de 3 à 4 individus se situant dans les parages donne très vite de la voix. Mais au fait, pourquoi les loups hurlent-ils? C'est certainement un moyen de se sentir en groupe. C'est un animal social et c'est un moyen pour eux de manifester l'unité du groupe. En fait, les loups hurlent souvent quand, par exemple, ils ont tué une proie. La nuit, on les entend et le lendemain, on trouve souvent des restes de cerfs ou de chevreuils. Des loups seront prochainement capturés et équipés de colliers émetteurs.
ce qui permettra d'étudier tous leurs déplacements. Car le loup est un grand marcheur et il est en train de faire son retour dans divers pays d'Europe, comme la Suisse, l'Allemagne et la France, où il avait été exterminé dans les années 50. Dans notre pays, il est arrivé par le sud-est, dans le Mercantour. Des analyses génétiques ont d'ailleurs prouvé qu'il s'agissait de loups provenant du parc des Abruzzes. Mais si le loup se nourrit essentiellement d'herbivores sauvages, du chamois au cerf, il ne dédaigne pas les moutons, ce qui provoque la colère des bergers français. Les bergers et les loups peuvent-ils cohabiter ? Dans les Abruzzes, il y a aussi des troupeaux et des bergers. Mais ces derniers possèdent une arme redoutable contre ceux qui voudraient leur croquer une brebis. Cette arme, la voici, c'est un chien de berger, une race locale habituée depuis des siècles à défendre les moutons contre les loups. Et en général, ces prédateurs préfèrent ne pas s'y frotter. Les loups n'attaquent pas parce qu'il y a le chien, mais parce que le berger ne quitte jamais son troupeau et il le rentre tous les soirs à la bergerie. Cet été, nous avons perdu 11 agneaux, mais seulement parce qu'on avait laissé les moutons dehors, la nuit, sans les chiens. En fait, nous avons des chiens noirs ou gris pour conduire le troupeau, mais ce ne sont pas eux qui défendent les moutons. La garde contre les animaux sauvages, c'est le travail des chiens blancs. Les jeunes agneaux des Abruzzes n'ont donc pas de soucis à se faire. Si leurs bergers ne commettent pas d'erreur, ils seront toujours à l'abri du loup. D'un autre côté, la faune du parc attire chaque année 2 millions de touristes. Une aubaine pour les villages des alentours qui ont su tirer parti de ce tourisme vert pour développer leur économie. Entendre les cris du loup ou découvrir les traces du loup, ça c'est très important pour les gens qui vivent en ville. On donne quelque chose comme un sentiment de mystère, d'intérêt pour évaluer toute la situation de l'écosystème. Parce qu'un écosystème, une forêt avec les loups, c'est quelque chose de beaucoup plus riche que sans. La présence du loup n'est donc pas incompatible avec la vie et l'économie des montagnards. La France va-t-elle s'inspirer de cet exemple ? Et oui, certains carnassiers ont souvent mauvaise presse. En Europe, ce sont les loups. En Afrique et en Asie, ce sont les hyènes. En Éthiopie, les hyènes menacent la nuit de pénétrer dans les villages. À Harare, les habitants ont appris à apaiser leur appétit. Venez assister au banquet des hyènes. Au crépuscule, la chaleur de la journée laisse place à la fraîcheur sur les hauts plateaux éthiopiens, à 1800 mètres d'altitude. C'est à ce moment-là que les hyènes sortent de leur tanière. L'appétit aiguisé, elles se faufilent dans les champs à la recherche de proies. Les Éthiopiens se sont habitués à la peur provoquée par ces rôdeurs nocturnes, mais ils respectent cependant quelques règles de prudence. Ne pas traîner au retour des champs, rentrer le bétail pour la nuit, ou encore marcher en groupe. Car la hyène tachetée compte parmi les plus gros carnivores d'Afrique. À Harare, une ville de 80 000 habitants, on cohabite avec la hyène depuis la nuit des temps. On ne saurait dire d'ailleurs combien elles sont. Et si elles viennent ici la nuit, c'est pour ramasser les détritus dans les ruelles. Elles empruntent les canaux d'écoulement des eaux qui percent les murailles de la vieille ville, des ouvertures appelées les trous à hyènes. Et ici, en fait, la hyène est omniprésente, jusque dans les écoles. Quel est le cri de la hyène le soir? Allez, encore une fois. Nous avons vu que la hyène de Harare ne courait pas comme les autres animaux. Pourquoi? Parce que ses pattes arrière sont plus courtes que celles de devant. Même handicapées de la sorte, les hyènes parviennent tout de même à atteindre la vitesse de 60 km/h. Elles courent aussi vite que les lions et n'hésitent pas en meute à s'en prendre à ce prédateur pour lui voler ses proies. Alors qu'à la campagne, tous chassent et écrènent ces carnassiers, à Harare, un homme les appelle. C'est Youssou Moumé. Chaque soir, il les invite à un banquet nocturne. Tous les matins, Youssou part en ville acheter chez le boucher de quoi nourrir ses protégés.
Quand il a commencé, c'était dans l'idée que, reconnaissante, elle cesserait de s'en prendre à son bétail. Tu es venu chercher la viande pour tes hyènes? Tu veux que je la mette dans ton sac? Aujourd'hui, c'est gratuit, mais d'habitude, Youssou en paye la moitié. Le restant est offert par le commerçant. Dans ses sacs, une dizaine de kilos de viande seulement. Mais dans l'après-midi, des habitants lui apporteront des restes, environ 15 kilos supplémentaires. Tout le monde à Harar a intérêt à ce que les hyènes aient le ventre plein. Un véritable festin pour des gourmets qui manquent de finesse. La hyène mange presque tout, notamment ce que les autres animaux ne peuvent digérer grâce à un suc gastrique très acide. Le problème, c'est qu'il leur en faut beaucoup pour les satisfaire. Là, par exemple, avec ce que je vais leur donner ce soir, elles ne seront pas vraiment satisfaites. Mais comme elles vont venir manger tous les jours, ça devrait aller. En tout cas, moi, je ne dormirai pas tranquille tant que les hyènes n'auront pas bien mangé. Et pour bien manger, les hyènes sortent de leur tanière la nuit. Par pleine lune ou en hiver, les charognards trouvent difficilement de quoi se nourrir. C'est alors vers Youssou qu'elles se dirigent. Toujours le même rituel pour les mettre en confiance. Assis au même endroit, il les appâte avec quelques morceaux jetés. Il les appelle du nom qu'il leur a donné. Il les reconnaît toutes. Ça, c'est Tchala. Tchala. Ça, c'est Borissé. Et ça, c'est Adjala. C'est leur mère à toutes. Leur mère à toutes, car chez les hyènes, ce sont les femelles plus grosses et plus agressives qui dominent. La hyène vit en général en clan pouvant compter plus de 50 membres. Youssou doit faire des gestes lents, car l'animal reste farouche et indomptable. Il met la viande au bout d'un bâton qu'il tient avec la main pour les hyènes les plus sauvages, et c'est avec la bouche qu'il nourrit les moins dangereuses. Mais Youssou n'oublie jamais qu'on ne domestique pas ses carnassiers. À tout moment, il le sait, les hyènes peuvent se retourner contre lui. Ça, c'est ma serpe. Quand elle m'embête, je leur mets une fessée avec ça. Pas du côté tranchant, mais de l'autre. Les hyènes communiquent en criant. Cela leur permet notamment de se localiser. Youssou, lui, se sert de sa voix pour se faire admettre par la meute. Il stimule constamment les hyènes par des sifflements, des petits mots. Des petits mots parfois très doux. Comme tu es belle, Tchala. Tchala, tu es la meilleure. En les nourrissant tous les jours, Youssou est donc parvenu à tisser une complicité unique avec ses hyènes. On se connaît tellement qu'on finit par se ressembler. Et c'est grâce à cette ressemblance que les habitants de Harar cohabitent sans trop de difficultés avec le plus grand charognard du monde. Voilà la preuve que l'on peut établir une relation presque affectueuse avec des carnivores. Il n'y a pas qu'en Inde que l'on trouve des charmeurs de serpents. Au Texas, certaines personnes les élèvent, tandis que d'autres les étudient. On part à la rencontre de ces passionnés de reptiles. Snake. Un serpent. Here we go. Je l'ai. Bite me. Bite Il me. m'a mordu. Okay. Mais je le tiens. We got him. Qu'est-ce qui s'est passé? He bit me. Il m'a mordu. It's a Il non-venomous n'est pas snake. venimeux, mais il a quand même des dents pour agripper ses proies, des poissons et des grenouilles. 'Cause they eat fish and frogs. C'est le genre de serpent que nous étudions actuellement. Ces deux jeunes Américains sont étudiants en biologie à l'université de Tyler, au Texas. Leur spécialité, les serpents. Dans cet état vivent des dizaines d'espèces différentes. Pour ces deux étudiants, ces plaines arides sont le terrain de chasse idéal.
Ici, c'est un endroit parfait pour trouver des reptiles. Il y a plein de rochers et de fissures où ils peuvent s'abriter. Ils peuvent aussi sortir de leur cachette pour se réchauffer au soleil ou pour chasser, puis y revenir ensuite digérer tranquillement à l'abri des prédateurs. Dans cet état du sud des États-Unis, des ranchs, des cow-boys, du pétrole et partout des serpents. Plus de 110 espèces y sont recensées, dont 15 très venimeuses. Ces reptiles vivent dans les déserts, les marécages et les plaines. Ici, pour certains, les serpents, c'est plus qu'une habitude, c'est une passion. Père de 2 enfants, Andy Wilson élève aussi des reptiles. Pour assouvir sa passion, il a dû s'exiler en race campagne. Les lois texanes lui interdisent en effet de posséder des serpents venimeux en pleine ville. C'est là que je garde tous mes serpents. Attention à la marche. Andy Wilson détient une 50aine de reptiles, dont une 30aine en provenance du monde entier. Sa collection vaut aujourd'hui plus de 75 000 francs. Il l'a commencé à la naissance de sa fille, il y a 8 ans. C'est quoi ce serpent? Ça, c'est un python. C'est le serpent qu'on lui a offert à sa naissance. C'est le premier qu'on a eu. C'est mon préféré. Lorsqu'il atteint sa taille adulte, un python géant est capable d'étouffer et d'avaler une petite fille. Pour l'instant, il est encore trop jeune et ne constitue pas une menace. Comme la plupart des grands serpents, il n'est pas venimeux. D'autres reptiles sont en revanche dangereux dès leur naissance. Ça, c'est un serpent à sonnette du Texas. Son agressivité en fait l'un des plus dangereux reptiles du pays. Il va sûrement essayer de me mordre. Cette agressivité permet au serpent à sonnette de se défendre face à d'éventuels prédateurs. Le tintement provoqué par le frottement des anneaux de sa queue sert d'avertissement. Si Andy Wilson persiste, l'animal possède de quoi l'expédier à l'hôpital, voire le tuer. Cette arme, c'est le venin. Je ne vous laisserai pas approcher plus près. Sauf si vous voulez vérifier vous-même qu'il ne faut pas taquiner les serpents à sonnette. Tous les serpents venimeux ont sur la mâchoire supérieure 1 ou 2 crochets percés d'un canal et reliés aux glandes à venin. L'ouverture et la déformation de la gueule redressent les crochets. La pression de la morsure injecte aussitôt dans le corps de la victime un mélange de protéines toxiques variables selon les espèces qui s'attaquent au système nerveux, à la régulation cardiaque, aux muscles ou qui empêchent la coagulation du sang. Plusieurs milliers d'Américains élèvent des serpents chez eux, mais très peu osent accueillir des espèces venimeuses. Seth Bonnell, le meilleur ami d'Andy Wilson, a lui aussi pris ce risque. Les 2 amis se rendent souvent visite pour comparer leurs collections. Plus les serpents sont grands et dangereux, et plus Seth les aime. Il élève notamment 13 cobras. Ces bestioles se reconnaissent à leur façon d'écarter les côtes pour effrayer l'adversaire. Leur morsure provoque une paralysie des fonctions respiratoires et entraîne la mort. Pour nourrir ces reptiles, Seth Bonnell élève des rats. C'est mieux de leur donner des proies qui ne sont pas très agiles, parce que les serpents qui ont grandi en captivité n'ont plus les mêmes réflexes ni les mêmes instincts que les spécimens sauvages. Pourtant, à l'aide de ses 2 crochets supérieurs, le cobra paralyse le rat. Son venin sert avant tout à immobiliser les proies, puis à les digérer rapidement. Non, je n'ai jamais eu d'accident, ni connu de moment où j'étais près de me faire mordre. Je fais très attention, je reste très méthodique quand je les manipule. Je crois qu'on court nettement plus de risques à prendre l'avion ou à conduire une voiture qu'à s'occuper de serpents venimeux. Depuis qu'il traque les serpents, Neil Ford, lui, n'a jamais été mordu. Son premier reptile, il l'a capturé à 6 ans, et depuis, il n'a cessé de parcourir le monde en quête de nouvelles espèces. Son métier, biologiste. Sa spécialité, l'étude des espèces méconnues. Ce matin, il a décidé de fouiller les marécages à la recherche de spécimens des zones humides. Le scientifique a déposé dans les marécages des centaines de tôles. Quand le temps se couvre, ces animaux à sang-froid, incapables de réguler seuls leur température interne, y trouvent un peu de chaleur. Ça, c'est un coach whip, un serpent coureur très fréquent ici. Il est inoffensif, sinon je ne le porterai pas comme ça. Regardez, c'est un beau spécimen. Il suffit de quelques minutes à Neil Ford pour consigner la taille, le poids, la date et l'endroit de capture du spécimen. Il va enfin lui injecter sous la peau
une marque numérotée qui permettra de le reconnaître lors de captures ultérieures. Bon, allez, je vais lui mettre un peu d'antibiotiques. Vous voyez, il ne saigne même pas. Et puis maintenant, je vais le ramener chez lui. En le relâchant, le docteur Ford espère suivre la croissance et les déplacements du serpent. Ces tôles se sont transformées pour moi en un véritable moyen d'étude de cet animal très difficile à dénicher. En fait, ils sont très abondants ici, mais je n'ai jamais pu les étudier avant de me rendre compte qu'ils étaient attirés par ces planches. C'est ainsi qu'on commence à découvrir des choses sur un animal extrêmement courant et sur lequel, paradoxalement, nous ne savions rien auparavant. Après ces explorations sur le terrain, le docteur Neil Ford poursuit ses recherches en laboratoire. Depuis quelques mois, il étudie les effets de la malnutrition sur la procréation des serpents. Si son travail aboutit, il pourrait intéresser des millions de femmes. On pourra peut-être comprendre, par exemple, pourquoi les femmes anorexiques n'ont plus d'ovulation. Il faudra encore du temps, bien sûr, avant de transposer mes recherches sur les serpents. Mais tout ce que je découvre sur eux risque d'avoir des applications directes sur la fertilité, ou plutôt sur l'infertilité humaine. Le venin des reptiles sert déjà très efficacement la science. Il entre dans la composition de sérums, de médicaments cardiaques ou de traitements anti-cancer. Ces bêtes de cauchemar ne méritent plus tout à fait leur mauvaise réputation. Attention quand même à ne pas trop s'en approcher. Et maintenant, direction le Grand Nord canadien. La petite ville de Churchill se situe sur la ligne de migration de l'ours blanc. En quête de nourriture, il s'approche parfois dangereusement des habitations. Une brigade spéciale est obligée d'exercer une vigilance de tous les instants pour éloigner et même capturer ces animaux d'une demi-tonne. Perdue dans le Grand Nord canadien, Churchill est une petite ville de 600 habitants, tapie dans la toundra qui borde la baie d'Hudson. Une petite ville sans histoire et pourtant unique au monde. Construite au XVIIe siècle, elle est placée sur la route de migration du plus grand des carnivores terrestres, l'ours polaire. Une route qu'ils empruntent tous les ans au mois de septembre pour gagner leur terrain de chasse, la banquise. Fin septembre, plusieurs centaines d'ours affamés atteignent progressivement la région de Churchill. Mais là, ils sont bloqués et doivent attendre que la glace se reforme. Pendant 2 mois, les habitants de Churchill et les ours vivent donc au rythme d'une étonnante cohabitation. C'est le premier animal que l'on offre à nos enfants. Enfin, c'est le petit nounours. Ils paraissent placides, on les voit, ils ont l'air plutôt gentils. Ils s'approchent des véhicules, ils se lèvent. On a plutôt l'impression de gros chiens par moments qui quémandent leur nourriture. Donc, c'est vraiment un animal qui paraît tout à fait paisible, alors qu'on sait pertinemment que c'est tout le contraire. Car il n'y a rien de comparable entre l'ours en peluche de notre enfance et ce colosse de 500 kilos qui peut tuer un homme d'un seul coup de patte. Ce n'est pas l'agressivité mais la faim qui le rend excessivement dangereux. L'ours est un prédateur né, il règne sans partage sur la banquise. Curieux, imprévisible, les ours n'ont quasiment peur de rien. De leur point de vue, l'homme est une proie potentielle comme les autres. En cette période de l'année, leur appétit aiguisé conduit régulièrement les ours blancs vers les zones habitées. Ici donc, pas question de se promener à pied hors du centre-ville. Je m'ai fait charger une fois à l'intérieur quand j'ai ouvert une porte et j'ai pas vu l'ours et l'ours m'a vu premièrement. J'ai venu à bout de fermer la porte, mais l'ours a fessé la porte. Donc ça a été peurant parce qu'on voit quand un animal doit sentir quand il est chassé. Ça vous a fait peur? Ah oui. Entre novembre et décembre, les ours sont de plus en plus nombreux à Churchill. Le rythme des captures s'accélère, en moyenne 1 ours par jour et parfois jusqu'à 5 ou 6 dans la même journée. Cette année, plus de 100 ours ont été attrapés en 2 mois. Anna.
Les ours capturés sont gardés dans une prison, ou plutôt une zone de transit, toujours pour éviter qu'ils ne prennent l'habitude d'une nourriture trop facile. Ils resteront là sans être nourris. Les officiers des ressources naturelles se contentent de leur donner à boire et de veiller sur eux. Quand la baie d'Hudson a enfin gelé, les ours sont libérés. Ils sont à nouveau endormis et emportés en hélicoptère. On s'assure que ses dents ne sont pas prises dans le filet et on vérifie aussi qu'il soit dans la bonne position quand il est soulevé. Tatoués et marqués pour le suivi de la population, les ours sont transportés à une trentaine de kilomètres au nord, au bord de la baie, loin de la ville et des hommes. À leur réveil, ils retrouveront leur territoire vierge et pourront reprendre tranquillement leur route vers le nord extrême. Quand vous étiez petit, vous avez sans doute vous aussi rêvé d'être dompteur de fauves. Frédéric Edelstein, lui, y est parvenu. Aujourd'hui, sa famille compte une douzaine de lions et de tigres qui, vous allez le voir, restent toujours de véritables bêtes sauvages. À 31 ans, Frédéric Edelstein est l'un des meilleurs dresseurs de sa génération. Frédéric Edelstein a fait ses premiers pas dans la cage à 16 ans. Il a monté son premier numéro à 19 avec 7 tigres à l'époque. Depuis, il s'est produit des centaines de fois. Son secret, côtoyer les fauves dès leur naissance. En cette fin d'après-midi, c'est l'heure du goûter pour ces jeunes tigres et lionceaux. Ils ont à peine 2 mois. À cet âge-là, bien sûr, les paroles sont douces. Mais d'ici quelques mois, ces lionceaux aux airs de chaton vont devenir de redoutables fauves, capables de tuer d'un seul coup de patte. Hey, good girl. Unbelievable. Alors là, vous voyez vu, j'ai eu beaucoup de chance. Pour Frédéric, l'incident est banal, mais on est passé très près du drame. 10 cm de plus et le coup de patte l'atteignait en plein visage. Malgré l'agression, le dresseur continue comme si de rien n'était. Face aux fauves, ne jamais se montrer en situation de faiblesse, c'est la règle numéro 1 si l'on veut éviter un accident. Un gros problème qu'il y a, c'est ce tigre et ce tigre. Ces 4-là sont 4 mâles qui ont indiscutablement non-stop des problèmes de rivalité et de dominance. C'est-à-dire que lui veut tuer lui veut tuer celui-là veut tuer lui et lui. Alors si on ne fait pas très attention, une seconde d'inattention de ma part et c'est automatiquement une bagarre et une possibilité surtout qu'ils se tuent entre eux. Donc j'évite toujours ça, je fais très attention à ça, c'est pour ça qu'ils arrivent dans un ordre bien précis. Qu'il y en a d'abord 5 qui arrivent, après qu'il y en a 3 qui arrivent et ensuite qu'il y a ces 2-là qui arrivent. Tigre ou lion, les rivalités restent les mêmes. Et malgré toutes les précautions, une répétition peut dégénérer à n'importe quel moment. Regardez. Zuli! Good girl, Zuli. Burma! Rhys! Unbelievable fucking Rhys. Come on, Burma! Zuli! Fucking Pacha! Pacha! Good girl! Open for Pacha, quick! Platz! Unbelievable fucking air! Open for Pacha, fucking Zuli and Rhys!
Pacha, le vieux lion, a été attaqué par Zuli et Ruiz, les deux lionnes dominantes. Il est effrayé. Pour reprendre le contrôle de la situation, Frédéric doit d'abord le calmer avant de le faire sortir. Dans cet état-là, en effet, il peut devenir incontrôlable. Ce sont les bagarres entre animaux qui sont à l'origine de la plupart des accidents de dresseurs. Open. All right, Pacha. Quick move, Pacha. Good boy, Pacha. Bravo. Look, what you want to see? You look, he's be very sick now. Fucking stupid girl, you know. Stupid Ruth, you know Ruth. Unbelievable, hein? Écriture du spectacle, dressage, répétition quotidienne. Au total, il faut en moyenne 4 ans pour monter un numéro de domptage. Actuellement, Frédéric en présente 2, un de tigre et un de lion. Le tout près de 700 fois par an. Mais aujourd'hui, il veut aller encore plus loin. Son but, dans les prochaines années, monter un numéro mixte avec les 5 lions et les 5 tigres qu'il élève ensemble depuis leur naissance. Un spectacle rarissime. À l'âge adulte, les deux espèces cohabitent difficilement. Face aux fauves, chaque erreur se paie comptant. Ne pas l'oublier, c'est le meilleur moyen de rester en vie. Malgré l'expérience, malgré le talent, le triomphe n'est jamais que provisoire. Vous pouvez avoir aucune confiance. Je veux dire, vous y consacrez des heures, vous y consacrez du temps, vous y consacrez de l'amour, vous y consacrez votre vie. Et en résultat, vous en avez des points de suture, des coups, des marques. Et je veux dire, en règle générale, ça se termine très très mal. Alors je pense, de vous à moi, pour vous dire la vérité, il faut savoir arrêter avant un grave accident. Et n'oublions pas que ces félins sont les cousins de nos chats domestiques. Pour finir, faisons un saut aux antipodes au nord de l'Australie. Dans ce pays gigantesque, on trouve aussi un des plus vieux animaux du monde, le crocodile. Grâce à Eugel M6, découvrez les crocodiles géants de Perth. Darwin, dans le nord de l'Australie. Ici, le climat est tropical. Des plages à perte de vue, il fait 32 degrés à l'ombre. Et pourtant, personne ne s'aventure dans l'eau. Vous ne voulez pas vous baigner? Oh non, non, non. Pourquoi? Mais il y a plein de crocodiles dans l'eau par ici. À Darwin, il y a 70 000 habitants et autant de crocodiles. 70 000 reptiles, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des crocodiles marins, les plus grands du monde. Certains atteignent 6 mètres de longueur et pèsent près d'1 tonne, une véritable menace pour la population de la ville. Pour éviter les mauvaises rencontres avec ces géants, une brigade spéciale a été créée. Neville et Tom sont 2 rangers anti-crocos. Ils capturent tous ceux qui s'aventurent trop près de la ville. Voici le port de Darwin. Dans cette zone, on a installé 19 pièges à crocodiles. On les vérifie toutes les semaines et on change régulièrement les appâts. On a la preuve que les pièges fonctionnent très bien. C'est un système simple mais très efficace. L'an dernier, par exemple, on a attrapé 101 crocodiles autour de Darwin. Aujourd'hui, c'est la tournée hebdomadaire de Tom. Là, on est au premier piège dans cette zone. Et je vois que la porte est fermée, donc il y a peut-être un crocodile à l'intérieur. Mais il arrive aussi que la porte se déclenche toute seule à cause des marées. On va les vérifier tout de suite. Le voilà. Il y a un petit crocodile là-dedans. Allez mon garçon, très bien. T'es mignon, dites donc. Et où tu vas là? Viens par ici. C'est dangereux, Tom? Oui, s'il me mord, ça peut être dangereux. Mais si on traite l'animal avec respect, comme nous le faisons, et si on fait attention, ça va. Avec les mâchoires qu'il a, il peut nous faire une vilaine morsure, et ça, personne n'en a envie.
Allez, remonte-le. Les rangers emmènent les animaux capturés dans des fermes de crocodiles. Il y en a 5 à Darwin. Voici la plus grande, Crocodilus park. Ici, on exploite ces reptiles comme on élèverait des moutons dans une ferme. D'un côté, on commercialise la peau des animaux. De l'autre, les crocodiles servent d'attraction touristique. Suivez le guide, frisson garanti. Le crocodile d'eau salée, c'est le boss. C'est le plus grand de toutes les espèces de crocodiles et le plus puissant aussi. Il peut manger n'importe quoi. La pression de leur mâchoire, on ne l'a pas encore entendu, ça fait un bruit sec quand ils ferment leur gueule. Cette force de leur mâchoire a été estimée à 5 tonnes par centimètre carré. Et c'est seulement la mâchoire inférieure qui bouge. Pour vous donner une idée de cette force, les crocodiles adultes qu'on a derrière nous peuvent écraser la tête d'un cochon simplement en refermant la gueule. Et pour vous montrer la rapidité de ces gars-là dans l'eau, je vais descendre ce morceau de viande au niveau des yeux de ce mâle. Je vais le garder près de sa tête. Normalement, on ne devrait pas attendre longtemps. Michael est le seul chasseur de crocodiles à Darwin. L'espèce est protégée, mais lui a le droit de chasser 50 crocodiles tous les ans dans les endroits où ils pourraient être dangereux pour l'homme. Seuls les plus grands intéressent Michael, ce qui rend son métier réellement dangereux. Pandana Billabong, le terrain de chasse de Michael, un immense marais coupé de la mer pendant la saison sèche. À la tombée de la nuit, Michael chasse le crocodile au harpon. Là, je l'ai. Ah, là, je crois qu'on a accroché le grand chef. Tu penses qu'il est grand ? Ah, s'il est grand, un petit peu, oui qu'il est grand. Pendant 1 heure, le crocodile traîne le bateau à travers le marais. Pour le retenir, Michael doit le harponner 4 fois. Passe-moi le flingue, là, vite. Oui. Ah, maintenant j'ai envie d'une clope, là. Comment tu te sens ? Bien. C'est un sacré morceau. J'en ai pas tous les jours des comme ça. Le crocodile est trop gros et trop lourd pour que Michael puisse le hisser à bord. Il fait 4,30 m et en plus il a perdu le bout de sa queue. C'est un crocodile très vieux, il a probablement 50, 60 ans. Ce grand mâle pèse plus de 500 kilos. C'est ce genre de crocodile, des grands comme ça, qui attaquent les gens. C'est des crocos jusqu'à 5 mètres qui sont toujours impliqués dans les accidents mortels.
Pourtant, à Darwin, même s'il y a un crocodile par habitant, les accidents sont rares. Quelques petites blessures, beaucoup de grosses frayeurs, mais seulement 9 accidents mortels en 20 ans. Preuve qu'ici, on a appris à vivre avec ces géants. Ne l'oubliez pas, ces animaux dangereux ne s'attaquent à l'homme que lorsqu'ils sont en danger ou motivés par la faim. Et maintenant, pour tester vos nouvelles connaissances, répondez aux questions de notre quiz. Je suis sûr que vous allez atteindre 100% de bonnes réponses. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre collection. Au revoir.